Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de confinement et nous interrogeons parfois des experts pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotion, un podcast de Louis Média. Dans cet épisode, j'avais envie de parler de nourriture. Parce qu'en regardant les réseaux sociaux, j'ai vu que beaucoup d'entre nous s'étaient mis à cuisiner plus que d'habitude et à le montrer pendant cette période de confinement. J'en fais partie. D'autres, en plus de montrer leur plat quotidien, se sont mis à faire du sport avec frénésie pendant le confinement, pour rester en forme et pour ne surtout pas risquer de prendre quelques kilos pendant cette période. J'ai aussi vu des posts humoristiques faisant comprendre que prendre du poids serait la pire chose qui pourrait nous arriver pendant cette pandémie. Ça m'a interpellée. J'ai donc contacté Olga Wolfson. Elle milite contre les injonctions faites au corps et en particulier contre la grossophobie, qui est une attitude discriminatoire et hostile envers les personnes grosses. Depuis le début du confinement, Olga, sur son compte Instagram The Utoptimist, et des influenceuses comme la blogueuse Gaëlle Prudencio ont mis en avant les remarques grossophobes qui pouvaient découler de cette injonction à ne pas grossir. Depuis le début du confinement, on a vu un déferlement de posts grossophobes sur les réseaux sociaux. Par exemple, des montages d'influenceuses que je ne nommerai pas, qui se photoshopaient avec 20-30 kilos en trop. Ah, moi, à la fin du confinement, qu'est-ce que c'est drôle. Ou des gens qui postent des photos de personnes grosses ou des mèmes où la personne grosse représentée est forcément laide et a dans l'idée de susciter le dégoût pour dire voilà, après X semaines de confinement, à quoi on va ressembler. C'est très très violent parce que ça renvoie les personnes grosses à quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire le truc qu'on n'est surtout pas censé devenir. Et dans un contexte de pandémie, c'est particulièrement difficile de s'entendre dire que le pire truc qui puisse arriver pendant ce confinement, c'est de devenir gros. Ça stigmatise encore plus les personnes grosses qui sont déjà en marge de la société. Et évidemment, en ce moment, c'est encore plus dangereux. On est dans des moments d'isolement qui sont, pour la plupart des personnes, difficiles à vivre. Bien sûr que la nourriture, ça peut être un vecteur de plaisir à ce moment-là. Si en plus, on appuie sur ces leviers de peur de grossir, comme si c'était le pire truc qui pouvait nous arriver, alors qu'il y a un virus qui est en train de tuer des gens dehors, on est en train de créer des problèmes de santé, notamment mentale, monumentaux chez les gens, en entretenant cette peur de grossir, en mettant cette priorité-là sur le devant de la scène. C'est hyper violent, vraiment. Cette injonction à ne surtout pas grossir, qui est violente pour Olga Wolfson, Florence Pujol l'a beaucoup étudiée. Elle est nutritionniste et on l'a déjà interviewée chez Louis Média dans un des épisodes de notre podcast Manger, dont le sujet était les régimes. Avec Florence Pujol, j'ai parlé du fait que pour certains, l'idée de grossir pendant le confinement semblait plus importante que de penser à la survie en pleine pandémie. Je lui ai demandé si ça l'étonnait, cette obsession. Et elle a commencé à me dire que pour elle, elle était liée à une autre obsession, particulièrement française, qui est celle du contrôle à tout prix. On voit que dans l'esprit français, il y a un désir de contrôle qui est très important. Il faut faire attention à pas trop grossir. Alors on voit l'image de la Parisienne qui est très exigeante sur sa silhouette. Et donc je dis que le niveau d'exigence de la silhouette de la culture française va avec, je dirais, le niveau de la peur de grossir. La France est dans la culture du contrôle, du succès, de l'image. Plus que les Américains qui ont une culture du succès avec une culture de l'argent, par exemple, une culture du gigantisme, de la grandiosité, je dirais. C'était une sociologue spécialisée en comportement alimentaire qui nous avait fait une conférence justement sur les États-Unis, la culture alimentaire et les troubles des conduites comparés à la France.
Et c'est ce qu'elle nous avait expliqué. Après, de mon point de vue, par rapport à d'autres pays européens comme les Pays-Bas, où ce qui est le plus important, c'est d'être ensemble, par exemple, et l'alimentation est très secondaire. Mais vraiment très secondaire. De toute façon, le déjeuner, il n'y a pas de repas ici. On se prend une soupe, un sandwich, et puis c'est tout. Donc, il y a une culture du repas en France qui est extrêmement importante, et une culture du contrôle qui est quand même assez puissante en ce moment. Vous m'aviez dit, avant le début de l'interview, que beaucoup de personnes vous aviez contacté en début de confinement pour que vous les aidiez à ne pas prendre du poids. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a étonné ? Je m'y attendais, mais pas aussi rapidement. Ce que j'imaginais, c'est qu'il allait déjà avoir une sorte de semaine d'adaptation et que les patients allaient venir à cause des conséquences. Et je pensais que les conséquences allaient arriver plus lentement. Et là, non, en fait, ça s'est fait assez brutalement. J'ai mes anciens patients qui m'ont rappelé immédiatement de peur d'eux. Donc dans ce cas-là, on étudie un peu le comportement alimentaire pour voir s'il y a une relation forte entre les émotions, la prise alimentaire, ou s'il y a un ennui ou un vide qui fait que la personne va se mettre à manger très différemment qu'avant. L'autre raison qui est relativement importante, c'est que je suis spécialisée en comportement alimentaire et les gens qui souffrent au départ, je dirais, d'un petit trouble des conduites alimentaires ou qui en ont souffert, en ce moment, le confinement, les angoisses, appuient sur le bouton on, je dirais, déclenchent à nouveau leur trouble des conduites alimentaires. Donc là, on a deux sortes de déclenchements. Soit il y a à nouveau un hyper contrôle qui va se poser. Donc dans ce cas-là, ils sont souvent en hyper restriction, avec plus ou moins une sorte d'hyper, je dirais, orthorexie, parce qu'ils ont peur de mal manger ou de bien manger par rapport au corona. Ou alors à l'inverse, il y a à nouveau, je dirais, un hypocontrôle, c'est-à-dire une perte de contrôle total, avec des accumulations de crises alimentaires, où j'ai des patientes qui soit ne s'arrêtent pas de manger toute la journée, sont des crises de boulimie, d'hyperphagie, ou alors elles mangent et puis crise de boulimie, je dirais tout court, c'est-à-dire elles mangent et elles se font vomir, ou alors elles font 50 ou 100 abdos immédiatement après, et on voit que la machine s'emballe en fait. Et comment est-ce que vous expliquez ces comportements ? Dans la réalité, les troubles des conduites alimentaires sont liés à plusieurs choses. La première, c'est un défaut d'existence. J'ai du mal à exister en fonction de qui je suis. Donc, je désire être quelqu'un qui doit être quelqu'un de bien. Et donc, j'essaye de coller à la peau quelqu'un de bien. Donc, ce qui fait que l'émotion, la personne qui va se sentir triste, énervée ou en colère, ces émotions vont donc pas avoir le droit d'arriver. Et pour nier ces émotions, la personne va les ravaler au sens propre du terme, par exemple, donc vont manger. Et c'est vrai que quand on mange, ça appuie sur le bouton off, et à ce moment-là, on arrête de penser et on diminue, voire on éteint son émotion. Ça ne veut pas dire qu'elle va être vidangée, mais elle va être ravalée, voire elle va s'additionner et en fin de compte être cultivée et exploser à un moment donné. Mais ça, c'est autre chose. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les gens sont confinés, ce qui appuie à nouveau sur ce problème de comment j'existe. Puisque je suis confinée, j'existe plus à travers les autres. Comment j'existe ? La deuxième chose, c'est juste que quand on regarde ne serait-ce que les infos françaises, c'est extrêmement angoissant. Et donc là, on a forcément une montée d'émotions qui est une montée d'émotions type angoisse. Et quand on a peur de plus rien pouvoir contrôler, puisqu'on contrôle plus rien, je dirais c'est l'État qui contrôle si on a le droit de sortir ou pas, et c'est la maladie qui ou la non-maladie, en tout cas le risque du corona, qui va contrôler la vie. Ce qui fait que la personne ne contrôle plus sa vie. Et quand on contrôle plus rien, y a un truc auquel on veut se raccrocher, c'est contrôler ce qu'on mange ou pas. Et là, la personne va développer soit un hyper-contrôle alimentaire, soit un hypocontrôle alimentaire. L'hyper-contrôle alimentaire étant la restriction. Donc, je peux avoir affaire à des patients qui commencent à perdre du poids à vue d'œil, puisqu'ils arrêtent de manger. Et puis, en plus, ils ont peur de manger. Et d'autres qui vont, à l'inverse, se dire, foutu pour foutu, autant y aller à fond et autant que je mange. Donc ça, c'est tout ce qui est réflexe de « j'ai une angoisse ». Et quand j'ai une angoisse de plus rien contrôler dans ma vie, au moins, ça, je le contrôle. Et de toute façon, si je cherche à contrôler ce que je mange, automatiquement, il va y avoir création d'une perte de contrôle. Puisque dans le mécanisme des troubles des conduites alimentaires,
toute restriction amène à une crise alimentaire. Foutu pour foutu, autant y aller, quoi. Enfin, cette crise, elle est inédite. Le fait qu'on soit confiné chez nous, qu'on puisse pas sortir comme on le veut, etc. Donc, j'imagine que ça doit amplifier ces comportements alimentaires dont vous parlez, puisque la donne change, les choses ont changé autour de nous. Alors, forcément, quelque chose a changé. On n'a pas le même rythme. On vit chez soi. On est un peu stressé. Les événements nous angoissent. Si c'est... je prends le temps de vivre, je cuisine et je prends des chips le soir, ça pose pas de problème. Si c'est, je mange quand j'ai pas faim, je mange tout le temps. Et surtout, à chaque fois que j'ai fini de manger, je me sens mal dans mon corps. Si tout ça est ressenti, alors moi, ce que j'invite à faire, c'est déjà, essayez d'écrire sur votre carnet des émotions et de ce que vous ressentez si vous êtes seul. Pourquoi ? Puisque c'est en fin de compte une alimentation émotionnelle et un ressenti émotionnel. Le fait de se sentir grosse, de se sentir gros, de se sentir moche, de se sentir flasque, etc., c'est pas forcément un ressenti corporel. On se voit à travers des lunettes émotionnelles. Ce qui veut dire qu'on se voit avec un jugement qui est pas bienveillant là à ce moment-là, mais qui est plutôt douloureux. Donc c'est intéressant d'écrire ce qu'on ressent, d'écrire ses émotions pour vidanger ses émotions. Une émotion, c'est un mouvement vers l'extérieur. Donc autant le mettre sur l'extérieur plutôt que de le ravaler d'un point de vue, alimentaire. L'autre chose qu'on peut voir aussi, c'est observer son rythme naturel. C'est-à-dire, quand est-ce que on commence à avoir faim? Quand est-ce qu'on commence à avoir envie de manger? Et est-ce que, à ce moment-là, manger soulage? Est-ce que, quand on mange, on se dit « Ah, ça va mieux. Ça y est, j'ai mangé, maintenant je peux passer à une autre activité. » Si c'est le cas, aucun problème. Ça correspond à un besoin du corps, qu'il soit mangé pour une sorte de petit doudou, réconfort, mais qui est naturel et qui n'engagera pas de prise de poids, ou juste pour apporter des nutriments dont le corps a besoin. Si on voit que quand on commence à manger plus rapidement que d'habitude, qu'on n'est pas connecté, qu'on ne consomme pas en pleine conscience, qui est un mot très à la mode en ce moment, mais qu'on n'est pas dans ce qu'on fait, qu'on goûte pas les aliments, mais qu'on les avale d'une façon frénétique, qu'on a l'impression de manger dans le vide. C'est-à-dire, on voit bien la différence de je croque dans un cookies ou je sais pas moi dans du poulet basquaise et je sens le goût et je trouve ça super bon et j'ai mangé. Et puis, je croque dans un cookies, dans un poulet basquaise que je mange et puis après, je continue encore à manger. Et je continue encore à manger et puis je m'arrête pas. Et quand je m'arrête, je me sens lourde. Et là, je me sens mal parce qu'en plus, je me sens nulle et je culpabilise. Je m'emballe, en fait, je mange d'une façon frénétique, je mange plus, je mange tout le temps, je m'ennuie, je me sens vide, je me sens seule. Là, il y a plus de temps aussi pour consulter, pour prendre soin de soi, pour comprendre ce qui se passe. Et si ça se passe aujourd'hui, c'est que c'est pas la première fois que ça se passe, que c'est déjà arrivé avant, mais par contre, peut-être que aujourd'hui, ça serait le moment de le travailler avec quelqu'un qui va vraiment, vraiment vous sortir de là. Donc là, vous faites référence à des gens qui sont, donc, comme vous le disiez, dans une frénésie de manger et dans un trouble en fait du comportement alimentaire. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens comme moi qui, pendant cette période de confinement, grignotent aussi de temps en temps. Et c'est pas très grave en fait. Mais pour ces gens, est-ce que vous auriez des clés justement pour ne pas se laisser submerger par les émotions pendant cette période qui va peut-être durer longtemps et du coup ne pas tomber dans les comportements de frénésie alimentaire dont vous parliez tout à l'heure? Déjà, pour dédramatiser, honnêtement, coupez la télé. C'est horrible et hyper angoissant pour tout le monde. Donc, ça sert à rien de lutter contre l'angoisse que ça va donner. La seule façon de lutter, c'est arrêter de regarder. Regardez toutes les autres films, séries que vous voulez par d'autres moyens, sans qu'il y ait ni pub, ni information. Déjà, première chose. La deuxième chose, c'est par rapport aux médias sociaux. Je pense que c'est la même chose. C'est intéressant de diminuer un peu les réseaux, les connexions qu'on a avec ces réseaux-là. Ça aussi, ça va diminuer les angoisses. Donc déjà, c'est intéressant de diminuer la racine de l'angoisse qui est liée à ça. Appelez plutôt les copains, discutez avec eux. Au moins, vous aurez un
une vraie vie émotionnelle avec eux, même si vous avez un copain qui vous angoisse. Au moins, vous pouvez exprimer votre angoisse à votre copain. Donc, on a un mouvement des émotions qui est quand même plus positif. Et la deuxième chose, c'est surtout ne pas se mettre au régime parce que la restriction va forcément engendrer un lâchage. C'est-à-dire peut-être que la première semaine ou la deuxième semaine, on va perdre 1 ou 2 kilos. Mais par contre, c'est sûr qu'après, vous en prendrez autant déjà que vous en avez perdu avec certains bonus pondéraux. Et quand on a fait -2 et qu'on refait +4, on n'est pas très content. Donc, quoi qu'il arrive, la restriction marche pas. Donc, les régimes, je vous invite surtout, mais surtout à ne pas les commencer. Par contre, à observer votre relation alimentaire. Observez vos voix jugeantes, observez est-ce que vous mangez parce que vous avez faim ou parce que vous vous ennuyez, observez quand vous mangez à soulagement ou quand vous mangez dans le vide, plus que de se mettre au régime. Et justement, là, j'ai vu, au vu des demandes des consultations, on est là pour les patients, on est présent pour eux, on est disponible, et dans cette période angoissante, je pense que c'est important qu'il y ait effectivement toutes les gens qui travaillent directement dans le médical, mais aussi tous les psychologues, les psychiatres ou tous les diététiciens qui soient spécialisés en conduite et en comportement alimentaire, en relations émotionnelles alimentaires. C'est important de dire à tout le monde, on est là si vous avez besoin de nous, on est là, on reste ouvert, on est là pour vous. N'hésitez pas à venir. En ce moment, les gens ont besoin d'énormément de soutien et on est présent pour les soutenir. Merci à Olga Wolfson et à Florence Pujol d'avoir participé à cet épisode. Maureen Wilson en était responsable éditoriale. Jean-Baptiste Aubonnet l'a mixé et Nicolas Degélis a composé la musique du générique d'émotions. Si vous avez des histoires à nous raconter autour de vos émotions pendant cette période de pandémie, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt!